Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre. Un livre qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Tswinden pour le livre qu'il a écrit il y a quelques mois, Un carnet vert. Bonjour Luc. Bonjour. Merci pour le plaisir que tu nous fais d'être là sur le studio d'Espoir Média. Beaucoup de personnes ne te connaissent pas, alors est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots? Oui, alors très brièvement, je suis d'abord enseignant littérature française et anglaise. J'ai une formation aussi en histoire ancienne et en archéologie. Professeur passionné, et puis père de famille tout aussi passionné. D'accord. 4 enfants et des petits-enfants, et puis engagé dans une église de la région lausannoise. Magnifique, merci pour ce petit résumé de ta vie, de qui tu es. Mais maintenant, nous allons parler de ton livre, Un carnet vert. Alors, ton livre est plutôt, on va dire que c'est un livre de mémoire de ton grand-père, de tes racines, une sorte d'archéologie familiale sur ta famille, mais aussi sur les familles qui ont été sauvées par ton grand-père. C'est aussi un livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, de la traque des Juifs, de ces personnes qui ont sauvé des Juifs. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ce livre? Je crois que ça faisait très très longtemps d'abord que j'avais envie de tenter l'exercice. J'ai passé ma vie à apprendre la littérature et à faire aimer la littérature à mes élèves. Et j'avais au fond de moi l'envie de raconter. Je crois que j'avais l'envie du conteur avait besoin de se révéler d'une autre manière. Et j'ai été conduit vers cette histoire parce que depuis très 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 longtemps, je portais le destin du peuple juif en moi. J'ai toujours été passionné par l'histoire de ce peuple. Mais peut-être par ton côté engagé dans une église, ou bien non, simplement l'histoire de ce peuple qui a... Mais je crois que j'avais besoin de comprendre ce qui m'attachait aussi profondément à ce peuple. D'accord. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'alliance qui remonte à mon enfance, à mon adolescence. J'ai suivi et j'ai lu tout ce que je pouvais sur l'histoire de ce peuple, en particulier la Shoah. Et le jour où j'ai appris ce dont je parle dans le livre, c'était comme une sorte de réconciliation avec ce qui sommeillait en moi, en me disant, mais maintenant, vas-y, il est temps de raconter. Ce que tu as porté toute ta vie, tu as maintenant l'occasion de pouvoir le développer par écrit. D'accord. Et ça, donc, c'est un livre, comme j'ai dit, un petit peu d'archéologie, parce que tu as entrepris des recherches incroyables, et on les trouve dans ces livres. Et je suis étonnée de tout ce qu'on peut retrouver, malgré le nombre d'années qui ont passé. Combien de temps ça t'a pris de faire ce travail archéologique? Ça m'a pris une quinzaine d'années. Donc il faut bien archéologie et puis puzzle étonnant. Je suis parti avec 2 ou 3 indices. Il faut vraiment lire ce livre comme une enquête. D'ailleurs, j'entraîne mon lecteur dans une enquête. Et j'avais 2, 3 indices, des noms, des bribes d'informations, et il a fallu reconstituer, en fait, tirer les fils de ces destins qui étaient des destins pluriels, parce que je ne m'intéresse pas uniquement à mon grand-père, mais je m'intéresse à une famille qui a été sauvée, je m'intéresse à leurs cousins, et je m'intéresse aussi à moi et à mon héritage. Donc c'était des bribes d'informations qui m'ont conduit dans une véritable aventure qui a duré environ 15 ans, et qui d'ailleurs... 15 ans. Ah oui, et qui continue encore aujourd'hui. Je viens d'apprendre quelques éléments nouveaux sur ce qui s'est passé pour mon grand-père pendant la guerre. D'accord. Parce que je trouve très intéressant, c'est que tu ne t'es pas contenté juste de ce que des gens ont raconté, tu cherches souvent à prouver qu'il y ait quelque chose qui dise « non, ce n'est pas juste des racontards ou des vieux souvenirs ». Est-ce que c'est juste? Oui, je crois qu'il faut parler de la défaut professionnel peut-être, mais c'est vrai que ma formation d'historien et puis ma formation d'enseignant m'a conduit vraiment à vérifier mes sources à chaque fois. Oui, c'est ça. Hein. Mais je crois qu'il y avait un double enjeu. Il y avait d'abord la vérification des sources, donc tout ce que j'entendais, j'avais besoin de l'ancrer. Et puis,
il y avait chez moi le désir de restituer aussi une histoire à tous ceux qui ont été victimes de la guerre. Et je ne pouvais pas les trahir. Et je voulais redonner une histoire à ceux, finalement, qui l'ont perdue à cause de la déportation et des différentes tragédies de la Shoah. Et donc, j'avais un devoir de vérité, non seulement vis-à-vis de mon lecteur, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ceux dont je parlais. Oui, c'est ça. Donc, ce que tu racontes là, c'est vraiment, entre guillemets, vérifié. Ah, tout est vérifié Tout et est... vérifiable pour le lecteur qui aimerait mener sa propre enquête. D'accord, ok. Mais si j'ai bien lu, l'histoire a commencé en fait une fois que tu parlais avec tes tantes qui t'ont dit « Sais-tu que ton grand-père a protégé des Juifs pendant la guerre ?» Oui, c'est cela. Donc je portais en moi... C'est une phrase un peu spéciale de ne pas le Oui. savoir, que son propre grand-père a sauvé des Juifs pendant la guerre. C'est pour ça que je parle à un moment donné dans le livre d'une secousse sismique, je crois que c'est l'expression que j'emploie, c'est une sorte de tremblement de terre. Parce qu'il faut comprendre que j'étais porté vers ce peuple, j'étais quelque part porté depuis que j'étais ado vers l'histoire de la Shoah. J'avais un amour profond pour ce peuple que j'ai encore vraiment aujourd'hui, renforcé. Et lorsque j'entends cette phrase, j'ai l'impression que la grande histoire la grande histoire vient rencontrer mon histoire familiale. C'est une jonction. D'accord. Oui, alors là, c'était incroyable pour un passionné de... C'était absolument phénoménal. Et c'était comme si cette phrase était finalement l'appel à entrer dans cette enquête. Cette phrase, cette question qui m'a été posée, sais-tu que ton grand-père a sauvé des Juifs pendant la guerre? Derrière ce sais-tu que, il y avait, est-ce que tu es prêt maintenant à creuser cette histoire et à essayer de trouver les clés et les réponses à tout ce que tu ne sais pas encore. Donc cette phrase a été un petit peu comme un appel. C'était un appel. Je crois que d'ailleurs, c'est en ces termes que j'en parle. Je ne pouvais pas me contenter simplement de savoir cela, mais j'avais besoin de savoir le pourquoi. Pourquoi mon grand-père nous ne s'en avait jamais parlé? Pourquoi mon grand-père s'était levé? Qu'avait-il fait très exactement? Qui avait-il sauvé? Dans quelles circonstances? Enfin, j'avais un champ multiple de questions auxquelles il me fallait urgemment répondre. D'accord. Et puis, est-ce que tu as pu donner une réponse à la question « Pourquoi il n'a rien dit ?» Parce que je trouve ça très surprenant. Oui. Je veux dire, c'est pas quelque chose... Au contraire, c'est quelque chose d'héroïque d'avoir sauvé des gens. Oui. Et c'est pas quelque chose de honteux. Donc, pourquoi il n'en a pas parlé? Alors, je rebondirai sur le terme d'héroïque. Parce que c'est peut-être justement parce que c'était héroïque qu'il n'a pas voulu en parler. Il ne voulait pas être un héros. Il a dit, mais finalement, comme tant d'autres, j'ai fait ce que tout le monde aurait dû faire. Ce que j'ai fait était à portée de chacun. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Oui, parce qu'il faut peut-être dire, pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, ce n'était pas un résistant, il n'est pas entré dans la résistance. Il vivait comme un pasteur normal qui vit dans les Cévennes. C'est ça. Un pasteur protestant dans les Cévennes qui tout d'un coup est rattrapé par l'histoire et qui est placé devant ses responsabilités. Il y a des grandes figures comme Trocmé et d'autres au Chambon-sur-Lignon dont tout le monde a entendu parler. Et puis il y a cette foule d'anonymes, cette foule d'inconnus. J'aime bien ça. Oui. Et j'aime aussi, je crois que j'aime profondément les héros de l'ombre. Oui, tout à fait. Parce que c'est aussi un appel pour chacun d'entre nous. On peut être ces héros de l'ombre. Il a choisi de l'être. Et il en a parlé à deux de ses filles. Deux de ses filles étaient donc celle qui t'a dit, une de celles qui t'a dit, sais-tu que ton père a sauvé des... Et un ami dont je parle d'ailleurs dans le livre, un ami qu'il rencontre à Jérusalem, à qui il va se confier. Mais rien de plus. Donc là, je crois aussi cette humilité et puis cette grande pudeur. Ouais. Donc tu n'as jamais vécu, toi, en tant que petit-fils de ce Paul Zwinden, tu n'as jamais vécu en ayant l'impression de vivre avec quelqu'un, un héros? Non, je l'aimais comme grand-père, c'était quand même une figure un peu patriarcale, homme de verbe, amoureux de poésie, de jeux de mots divers. Il est décédé avant que j'apprenne cette histoire et que je me lance dans cette enquête. Oui, c'est ça. Ouais. Ça aurait été plus facile pour toi s'il avait été encore là, mais peut-être que... Mais en même temps, de ne pas avoir pu lui poser les questions m'a contraint à aller encore plus loin. Oui. Et j'aurais peut-être pu me contenter de ce qu'il me disait, si je l'avais connu ou de ce qu'il m'aurait dit. Mais là, j'ai été quelque part poussé à aller jusqu'au bout de l'enquête et peut-être à dépasser même la frontière de la famille, parce que mon histoire est une série de poupées russes. J'ouvre l'histoire de la famille Zbinden, j'ouvre ensuite l'histoire de la famille de ceux qui ont été sauvés, et quelque part, les tiroirs et les épisodes vont s'enchaîner dans cette saga. Oui. Mais d'ailleurs, avant qu'on ne parle de l'enquête, que faisait un pasteur suisse dans les Cévennes?
question qu'on m'a très souvent posée. Alors, je crois que... Oui, bien sûr, mais c'est important. Il n'était pas le seul. L'explication que j'ai pu entendre, et je crois qu'elle est tout à fait véritable et véridique, c'est que suite à la Première Guerre mondiale, et puis après l'épidémie de grippe espagnole qui a marqué vraiment le début du XXe siècle, des paroisses ont été littéralement décimées. Il y a eu disparition de pasteurs et il fallait repourvoir des postes. Et bon nombre de pasteurs suisses, et c'est dans la tradition de pasteurs qui déjà à l'époque de la persécution huguenote étaient formés à Lausanne pour venir prendre des paroisses et s'occuper des troupeaux en France. Mon grand-père a fait partie de ces jeunes pasteurs qui sont partis dans le sud de la France pour reprendre des paroisses qui étaient en manque de pasteurs. Ah ok, et puis ça a été les Cévennes et plus précisément Saint-Jean-du-Gard. Voilà, c'était d'abord un petit village d'Ardèche qui s'appelle Desagnes, et puis ensuite à quelques kilomètres de là, c'était le Gard, et il a quitté Desagnes pour reprendre la paroisse de Saint-Jean-du-Gard. D'accord. Alors maintenant, peut-être revenons plus au livre. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on entend juste cette phrase « Sais-tu que ton père a sauvé des Juifs ?» pour commencer à enquêter et puis pour trouver des réponses à cette enquête? Parce que franchement, me dites, bon, je vais taper juste ce nom sur Internet, mais est-ce que ça donne des réponses? On a l'impression de tirer un fil de pêche sans savoir exactement ce que l'on trouvera. Le problème, c'est qu'on ne pêche pas dans un lac, mais dans un océan. Et donc, j'ai commencé à tirer sur ce fil qui était bien mince. Cette question, l'information que mon grand-père avait sauvé des Juifs, un nom de famille, une famille LR, et une troisième information qui m'avait été donnée, cette famille avait donc un petit garçon qui vraisemblablement est devenu peintre ou artiste dans la région de New York. Donc j'avais quelques très vagues indices. Et je me suis d'abord attaché à cette famille LR, attaché à la région de New York. Et il a fallu chercher quel LR avait pu séjourner en France. Dans ton livre, tu en parles, le nombre de LR qu'il a fallu contacter. Ah, c'était pas la liste de Schindler, c'était la liste de Sbinden, qui a dû noter toute une série de LR. Et alors j'ai téléphoné, j'ai envoyé des mails. Je me rappelle avoir contacté un romancier à New York, un LR extrêmement connu, mais qui très gentiment m'a répondu qu'il n'était pas le bon, pourtant il s'appelait Peter LR, jusqu'à un soir de novembre. Et là, je peux vraiment dire que ce livre se vit comme un film, parce qu'il y a des rebondissements absolument ahurissants. Et cette scène, je la raconte. J'ai sur ma liste encore un nom, une LR dans le Vermont. Et là, je fais ce numéro de téléphone, j'appelle. C'était un peu le dernier de ta liste. C'était pratiquement le dernier de ma liste. Et j'avais une phrase, j'ai dit voilà, et moi je sais que mon grand-père a protégé des Juifs pendant la guerre, il s'appelait LR, ils étaient artistes et ils avaient un fils qui est sûrement devenu peintre ou artiste dans la région de New York. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Surtout, cette même question, pouvez-vous m'aider? Et là, un silence au bout du fil, et puis cette voix, je suis la femme de ce petit garçon. Ça a dû être une phrase incroyable. Et c'était pour moi bouleversant. Ouais, j'imagine. Elle-même était surprise de ce téléphone qui venait de l'autre côté de l'Atlantique et qui faisait remonter toute une histoire, mais qu'elle portait en elle. Son mari, le petit Peter, était décédé quelque temps avant mon appel, mais elle était parfaitement au courant de l'histoire. Alors là, il avait parlé, lui. Lui avait mais parlé. Mais parce qu'il avait été sauvé, je pense. Il avait été dans sauvé. Dans une autre posture que ton grand-père. C'est ça. Oui. Alors, il avait été sauvé. Je crois qu'il portait aussi le traumatisme de la guerre, de tout ce qu'il avait vécu en France avant de trouver refuge chez mon grand-père. Et il avait eu, d'ailleurs, c'était très intéressant, il avait emmené sa femme pour leur lune de miel, il l'avait emmenée dans les Cévennes et lui avait fait visiter tous ces lieux très, très marquants. Donc, en fait, chaque personne retrouvée me permettait de franchir une nouvelle étape et me conduisait d'avancer un petit peu. C'était une sorte de jeu de piste où chacun m'envoyait vers ma prochaine destination. D'accord. Tu peux peut-être nous dire juste en quelques mots comment cette famille LR, qui a été la famille principale, je dis bien parce qu'à la fin du livre, tu dis bien qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont été aidées par ton grand-père, mais cette famille LR, comment est-ce qu'elle en est arrivée à rencontrer ton grand-père et comment en est-il arrivé à les aider et à les sauver, à aider à leur salut? C'est d'abord l'histoire d'une famille de juifs allemands, musiciens brillants, qui sentent la montée de l'antisémitisme en Allemagne et qui choisissent de partir avant qu'il ne soit trop tard. Et qui viennent rejoindre une partie de leur famille qui, elle, a trouvé refuge à Paris.
La guerre arrive, les persécutions commencent, et ils vont devoir trouver refuge dans le sud de la France. Et, par une série de circonstances, ils savent que les Cévennes sont un lieu refuge, et cette famille va arriver dans les Cévennes comme beaucoup d'artistes. Très intéressant de savoir que les Cévennes constituent une sorte de bastion historique et spirituel, qui est un lieu refuge, qui a hébergé beaucoup d'intellectuels juifs pendant cette période. Et les LR arrivent donc dans les Cévennes. C'était la France libre encore. C'était encore, voilà, absolument. C'est en été 42 que la zone libre va être conquise, va être envahie. Et là, ils se retrouvent dans cette région. Et puis, de fil en aiguille, il faut que je fasse attention de ne pas tout dévoiler, mais de fil en aiguille, ils vont rencontrer ma famille. Ils vont rencontrer mon grand-père, qui sera véritablement la clé de leur salut. De leur salut, ouais. C'est ça. Donc, il y a cette famille LR, mais dans ton livre, tu parles aussi des cousins. Marion, entre autres, beaucoup qu'on trouve. Et où, là aussi, tu vas partir. C'est ce que je trouve assez extraordinaire dans ce livre, c'est que tu ne pars pas juste à la recherche de ton grand-père, enfin de l'histoire de ton grand-père, mais tu pars aussi à la recherche des histoires de ces familles. Donc, la famille LR et les cousins, en fait, qui ont eu aussi des liens. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette famille Arnstein? Arnstein, oui, Arnstein. Oui, ça, c'est une histoire absolument incroyable. Je voulais marcher dans les pas de chacun de mes personnages. Oui. Donc, il ne s'agissait pas de raconter l'événement, et ça a été raconté par tant de livres sur la Shoah. Mais j'avais besoin de reconstituer l'histoire, de mettre véritablement mes pas dans les pas de chacun de ces individus et de ces protagonistes. Donc, tu es allé un peu dans tous ces endroits où ils ont vécu. Absolument. Et donc, cette famille qui a été sauvée par mon grand-père, la famille LR, le petit garçon en particulier, Peter, avait des cousines, avait 3 cousines qui s'appelaient Arnstein. Et cette famille, je l'ai rencontrée très vite au début de mon enquête. Quand j'ai eu ce coup de téléphone aux États-Unis avec la femme du petit Peter, elle m'a tout de suite dit « Mais écoutez, Peter avait des cousines. Il avait une cousine qui habite encore à Paris, à Neuilly. Peut-être qu'elle pourrait vous aider. » Et là, j'ai été comme greffé sur cette autre partie de la famille, les Arnstein. Et les Arnstein ont tous été déportés. Oui, c'est terrible comme c'est terrible. Et pour moi, comprendre la portée du geste de mon grand-père, comprendre la portée du geste des justes, c'était aussi comprendre la souffrance indicible de ceux qui ont été déportés. Et donc, pour non seulement donner de la valeur, mais pour comprendre la portée du choix et du courage de mon grand-père, il fallait que je comprenne ce qui était arrivé à ceux qui n'avaient pas eu la chance de croiser le chemin d'un juste. Mais je voulais aussi rendre honneur à cette famille. Je voulais restituer tout ce qui a été volé pendant la guerre, dans leur histoire, dans leur archive familiale. Et donc, j'avais quelque part besoin de leur restituer leur vie, de leur restituer leur passé. Et donc, j'ai été chercher cette famille Arnstein, là où elle est née, à Nuremberg, et j'ai retracé tout son parcours jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette Marion, comme tu l'écris, elle est malheureusement maintenant décédée. Elle a pu voir une partie de la nouvelle écriture de la vie de sa famille. Elle a pu en prendre conscience que tu avais fait tout ce travail? Oui, je lui ai raconté cette histoire. J'ai bâti une partie de cette histoire grâce à Marion. Marion est devenue une figure tellement importante pour moi qu'elle est entrée dans ma famille, tout comme j'ai envie de dire, je suis entré dans la sienne. D'accord. Et je montais à Paris, lui rendre visite parfois 2 fois par année, pour échanger, pour la laisser aussi me raconter ce qu'elle voulait bien me raconter. J'avais trouvé en elle un nouveau membre de ma famille. D'accord. Et quand j'ai entendu ce qu'elle avait vécu, et sa tragédie, je me suis littéralement emparé de cette histoire pour lui rendre ce qui avait été volé, ce qui avait été arraché. Elle m'a beaucoup aidé, j'ai pu l'enregistrer, elle m'a fourni des documents importants. Et j'ai une photo d'ailleurs dans mes archives de Marion, et nous sommes assis sur son canapé, j'ai mon ordinateur où je présente le premier fruit de mes recherches avec des photos de mon grand-père. Et elle était bouleversée, elle était touchée par cette histoire. Parce que l'autre sœur était déjà décédée? Oui. Elle est revenue des camps avec sa sœur aînée, qui est décédée bien des années après, bien sûr, mais moi, je n'ai pas connu cette... Tu ne l'as pas connue? Non. D'accord. Donc, Marion était, j'ai envie de dire, ma seule ressource. Oui. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que c'est presque un des personnages centraux du livre. Elle est. Parce qu'on sent que c'est elle qui
qui va fournir un peu des renseignements, qui va te permettre d'aller toujours un peu Oui. plus loin dans tes recherches. Elle est mon repère. Ouais. Elle est mon repère, elle est l'axe. Je crois qu'il y a aussi un axe affectif, parce que je crois qu'il faut bien comprendre que ce livre n'est pas un livre de plus sur la Shoah ou un livre témoignage, comme on Non, en a il y bien a- d'autres. C'est un livre affectif, Absolument. c'est un On livre le ressent beaucoup. spirituel. Voilà. Ouais. C'est un voyage à l'intérieur finalement de moi-même, parce que je me livre aussi beaucoup. Mhm, mhm. Et d'ailleurs, dans toutes tes recherches, tu vas découvrir un Albert Einstein Ah oui, qui va aussi être partie de l'histoire. ça c'est un des invités surprises. Oui, On est dans une sorte de film à rebondissement. Oui, et c'est encore, j'aurais dû ouvrir en fait un chapitre qui s'appelle les téléphones dans la nuit. Parce que c'est encore un téléphone, et c'est encore un téléphone en soirée, un appel un soir d'un collectionneur de Jérusalem. Je n'ai jamais su comment il avait pu trouver mes coordonnées téléphoniques, qui m'appelle en disant, écoutez, je sais que vous êtes en train d'enquêter sur la famille Heller. Oui, ça, j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça absolument incroyable. Mystérieux. Un téléphone qui arrive de n'importe où. Absolument. Je vous appelle de Jérusalem et j'ai un document qui pourrait vous aider. Tu dis que le bouche à oreille, c'est impressionnant. Encore aujourd'hui, je n'ai pas compris ce téléphone. Et il me dit, mais j'ai un document qui pourra vous aider. Et je ne voyais pas la connexion entre Heller et Albert Einstein. Lui me dit, je collectionne tout ce qui est en lien avec Einstein. Je reçois la lettre et je découvre à ce moment-là qu'Albert Einstein était le cousin germain de la famille que mon grand-père avait sauvée. C'est impressionnant, ça. Hein. Oui, une lettre dans laquelle il parle Oui. de ses cousins, une lettre dans laquelle lui-même cherche à prendre leur défense au moment où ils vont pour qu'ils puissent rejoindre les partir aux États-Unis. États-Unis. C'est Ouais, ça. Oui, on se dit que le monde est petit des fois. Hein. Mais je trouvais magnifique ces deux maillons, d'avoir à la fois un Albert Einstein qui lui-même prend des risques pour plaider, pour essayer de sauver ses cousins qui doivent absolument trouver refuge aux États-Unis, et puis à l'autre bout, l'anonyme, le petit pasteur suisse, qui lui aussi a contribué à ce chemin de vie. Absolument. Si on revient à Peter Heller, qui a été ce petit garçon qui s'appelait Peter, mais qu'après il s'est fait appeler Pierrot, hein, pour bien montrer qu'il y a quelque chose dans la famille. Hein, il est devenu, c'est plus juste un enfant parmi d'autres. Petit frère. Il a quand même vécu des choses difficiles quand il est à l'école, où on le traite de sale juif, Oui. même déjà à Paris, et puis après Oui. à Saint-Jean-du-Gard. Et j'aimerais juste prendre une citation dans ton livre. Quand il y a une fois, il y a un grand jeune de 16 ans qui débarque et qui dit, qui va en fait chercher à prendre la défense de ce Pierrot. Et quand il se fait un petit peu gronder par son père, donc Paul Sminden, en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as été faire ?» J'ai beaucoup aimé ce qu'il dit. « Le père de famille, pasteur de son état, attend de pied ferme son fils et le reprend vertement. Étienne lui répondra alors avec aplomb. « Mais papa, tu nous as appris à aimer et à respecter ce peuple en nous répétant ce verset, cette promesse faite à Abraham et à sa descendance, je bénirai ceux qui te bénissent. Je n'ai fait que mettre en pratique ce que tu nous as appris. L'incident était clos. » Je trouve ça absolument magnifique. Mais on touche au cœur du livre aussi, c'est toute cette question de la transmission. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a véritablement ici ce verset, cet attachement au peuple juif, à tout ce que ce peuple nous a donné, à cette démarche de respect et d'honneur vis-à-vis de ce peuple, le peuple de la parole. Et mes oncles et tantes ont tous grandi avec cet héritage-là. Et j'aime la manière dont mon oncle, quelque part, s'est saisi de cet héritage, non pour en faire une théorie, mais pour le mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Et je trouve que c'est magnifique, justement, d'un jeune de 16 ans Mais oui. qui ose un peu défier les autres en disant « Non, mais vous n'allez pas lui faire du mal à lui parce que c'est un juif. » C'est la transmission non pas uniquement de valeurs et de paroles, mais aussi d'actions. Oui. Est-ce que je suis prêt à me mettre en danger, en tout cas à assumer les valeurs que j'ai reçues. Et voilà, ça a été finalement la leçon vécue par mon grand-père, c'est ce qu'il a fait. Et j'étais très heureux et très reconnaissant de voir que parmi ses enfants, certains se sont aussi levés dans le même héritage. Et cette question de la chaîne de transmission, la chaîne d'héritage au sein d'une famille m'a beaucoup interpellé. Oui, tout à fait. Donc, si on en revient là, on est en 1943, à Saint-Jean-du-Gard. Les Heller connaissent donc, mais c'est surtout la maman, Heller, Ingrid, et son fils qui vont être dans ce village, qui vont être un peu
pris sous l'aile de ton grand-père, Paul Finden. Ils vont même devoir fuir une fois dans un alpage parce que les Allemands deviennent de plus en plus pressants. Mais tu racontes aussi que ton grand-père, pardon, était un homme de conviction Oui. et qu'il a fait plus que simplement sauver cette famille LR. Oui. Alors, il y a beaucoup d'épisodes. Ça a été un homme de conviction dans sa vie d'église. J'ai découvert de nouveau un rebondissement incroyable, dont je parle dans les livres, mais j'ai découvert des archives de la vie paroissiale. Et là, j'ai découvert aussi que mon grand-père savait aussi faire preuve de grand courage lorsqu'il était convaincu, face parfois à un conseil synodal ou parfois à un conseil d'anciens. Il a choisi ce qui lui semblait toujours juste et vrai, sans le moindre compromis. Oui, c'est ça. Et puis je découvre un peu plus loin mais oui, par hasard encore, que mon grand-père faisait partie d'un réseau de passeurs d'enfants juifs. Oui, ça j'ai lu. Et de nouveau, une sorte de vie clandestine. Il a cherché à protéger ma grand-mère qui ne savait rien pendant cette époque-là. Elle l'a appris évidemment après. Mais mon grand-père, j'ai découvert ça, monté à Paris avec un certificat médical, rencontrer un médecin qui vraisemblablement faisait partie du réseau, et puis il redescendait avec. Alors là, je n'ai jamais trouvé le nombre. Est-ce que c'était 1 ou 2 enfants, je ne sais pas, des enfants juifs? Il faisait une partie du trajet en train. Là, j'ai une séquence qui m'a été confirmée par 2 sources incroyables qui montrent comment mon grand-père protégeait ses enfants au moment où les patrouilles allemandes entraient dans le train. Alors, toute une séquence de nouveau cinématographique où il allait faire cacher ses enfants sous le train. Je pense qu'il n'était pas seul, il y avait complicité de certains passagers, voilà. Et donc, il a pris des risques absolument inouïs à ce moment-là, il aurait pu se faire arrêter. J'ai d'ailleurs, petit scoop, mais j'ai d'ailleurs appris très très récemment, mon livre était écrit, mais il y a donc quelques mois, j'ai appris ça, mon grand-père a été arrêté par la Gestapo juste avant de décider de revenir en Suisse. Donc, a-t-il été dénoncé? Y a-t-il eu pression? Mais je sais qu'il y a une arrestation, il y a eu interrogatoire de mon grand-père quelques mois, quelques semaines avant son retour en Suisse. Donc, il se sentait vraisemblablement en danger et c'était bien la preuve aussi qu'il était dans une zone à risque. Absolument, absolument. Dans ton livre, justement, tu parles beaucoup de Ruth, oui, le personnage biblique, oui. Et d'Esther. Et oui. Les deux femmes qui ont eu des rôles qui ont une belle place dans la Bible. Tu peux nous dire juste en quelques mots pourquoi Ruth, pourquoi Esther? Alors, Esther, la clé, vous l'aurez en lisant le livre. Parce que, mais tu en parles plus vers la fin du livre, voilà, d'ailleurs. Le carnet vert rime avec Esther, et je n'en dis pas plus, mais c'est cette figure d'une reine qui risque sa vie pour sauver le peuple juif, alors que le peuple juif est menacé. Difficile de faire plus actuel. Prise de risque, audace et courage face à un peuple menacé. Ruth, c'est la déclaration d'amour. C'est la non-juive qui prononce cette parole biblique « Ton peuple est mon peuple, amère, ami », et qui fait acte d'alliance et d'engagement vis-à-vis du peuple juif. Et j'aime cela parce qu'il y a à la fois le cœur et l'action. Le cœur de Ruth et l'action d'Esther. Non seulement sont des figures qui ont inspiré mon grand-père, ce sont des figures qui m'inspirent aujourd'hui, et puis j'ai presque envie de dire, ce sont des figures qui devraient inspirer l'Église avec un E majuscule. Absolument. J'aimerais, parce que malheureusement le temps passe, j'aimerais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant, toi, aujourd'hui, d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait ces recherches, d'avoir peut-être ancré la personne que tu es à travers ton grand-père, à travers tout ce que tu as découvert? Ancré, je crois que la réponse est là, la réponse est dans la question. Je pense que je me suis littéralement réancré dans cet héritage. J'avais un amour profond, et je l'ai toujours, pour le peuple juif, et de faire cette recherche familiale, de comprendre peut-être d'où pouvait venir aussi cet héritage, d'où pouvait venir cet appel à aller vers ce peuple, et à l'aimer, et à prendre position pour lui. Donc j'ai pu peut-être trouver une clé qui expliquait le positionnement qui est le mien aujourd'hui. Ça m'a également apporté, ou plutôt, je considère cette écriture comme un acte de transmission vis-à-vis de ma propre famille. Non seulement m'ancrer moi-même, mais ancrer mes propres enfants dans un héritage. Il ne s'agira pas forcément de se lever pour les mêmes combats et sur les mêmes champs d'action, mais peut-être de faire preuve de courage et de conviction, là où Dieu les appelle.
Et puis, ce livre m'a également conforté dans la nécessité aujourd'hui, pour moi et pour d'autres, je l'espère, de se tenir aux côtés de ce peuple dont nous sommes tous bénéficiaires, le peuple juif, et qui vit une période de son histoire extrêmement difficile, extrêmement troublée, extrêmement anxiogène, et peut-être que ce peuple est en attente de justes. Les justes se sont levés pendant la guerre, protégeant, sauvant des Juifs en les cachant, et peut-être que les justes d'aujourd'hui, c'est faire preuve du même courage, de la même posture, verbale, physique et spirituelle. D'accord, ok. D'ailleurs, ton grand-père est devenu injuste. Injuste, on Ouais. va... Hein? Juste, oui, le juste parmi les... Alors, le Juste. dossier, Marion, justement, Marion a tout de suite décidé de monter un dossier pour demander que le titre de juste parmi les nations soit attribué à mon grand-père. Mais les critères de Yad Vashem, qui sont extrêmement précis, ne pouvaient pas s'appliquer au dossier de mon grand-père. Il aurait fallu 2 témoins, il aurait fallu encore des preuves supplémentaires de son action que je n'avais pas. Le dossier a été monté, le dossier est arrivé jusqu'à Jérusalem, mais le titre de juste n'a pas été attribué à mon grand-père, qui est donc reconnu comme juste par tous les Juifs à qui j'ai parlé de cette histoire, mais qui n'a pas le titre le officiel. titre officiel. Finalement, mais ce qui pour moi n'est pas important. c'est pas important. Je pense même que s'il avait reçu ce titre, je me serais peut-être arrêté dans mes recherches. Et le fait qu'il n'ait pas reçu le titre m'a conduit à poursuivre mes recherches, à continuer de creuser, continuer de fouiller. Ok. Peut-être juste, si c'est possible, en 3-4 mots, pourquoi tu as appelé ce livre Le Carnet Vert, et qui est vert d'ailleurs. Oui, absolument. Pas parce que le carnet vert, d'ailleurs, la couverture du livre est exactement celle de l'objet, le carnet vert. C'est une photo du carnet vert. D'accord. Le carnet vert était un petit carnet qui appartenait à mon grand-père, que j'ai retrouvé un jour dans un coffre en métal. Petit carnet truffé de notes, de petits poèmes et d'une explication du personnage de la reine Esther, qui va me donner une clé essentielle. Le carnet vert était dans la poche de mon grand-père. Et je voulais quelque part, physiquement, que le lecteur et la lectrice puissent entrer dans ce carnet vert en ouvrant ce livre. D'accord. Il avait la même dimension? Il était un tout petit peu plus petit. D'accord. Ok, magnifique. Alors, malheureusement, nous sommes obligés d'arriver au bout, mais j'aimerais le finir avec cette citation que tu mets à la page 172. C'est donc Paul Zwinden qui parle. Sa conclusion n'est pas simplement un sermon adressé à ses paroissiens, mais prend la forme d'un monologue dans lequel Paul semble s'inclure et s'exhorter lui-même. Comme chrétiens, Dieu nous appelle pour un temps comme celui-ci à faire notre devoir, à prendre nos responsabilités. Ne nous plaignons pas, mais obéissons. Dieu sait que les temps sont difficiles, la situation est grave, mais c'est pour un temps comme celui-là qu'il nous a appelés. Ces lignes étaient la clé. Glissant du nous collectif ou je engageant et engagé, Paul s'exhortait. Courage et en avant en face de la tâche pénible, car qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu m'a appelé sur la terre. Je trouve très fort cette phrase qui montre pourquoi il se sentait appelé à quelque part à vivre cette parole qu'il enseignait certainement régulièrement en tant que pasteur. Et ça, je trouve que c'était vraiment un témoignage. Oui, je pense que parfois l'actualité, les circonstances de notre vie quotidienne viennent résonner comme un appel en nous disant ce que tu crois, ce que tu as parfois prêché, ce que tu as déclaré, est-ce que tu es prêt à le vivre? Oui, c'est ça. Et donc c'est un livre qui est plus qu'un livre de témoignage, c'est un appel pour le lecteur aussi. Donc c'est un livre finalement bien plus vivant et bien plus interpellant que ce que l'on pourrait croire. Oui, parce que on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. On voit bien que l'avenir est pas très, disons, lumineux, mais on ne sait pas. Mais déjà, dans nos vies, dans nos sphères à nous, on peut avoir cet engagement que Dieu nous appelle à être là pour les temps difficiles. Et les répercussions, on le voit, ces répercussions de notre engagement, parfois d'une seule personne, sont des répercussions sur le très long terme. Exactement, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps que tu as pris pour venir nous parler de ton livre. Ton livre se lit vraiment de manière passionnante, on le lit comme un roman, et pourtant c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé vraiment, on n'a pas envie de lâcher parce qu'on a envie de connaître toujours un petit peu plus de ce qu'il en est. Voilà, alors ce livre,
Un carnet vert est donc disponible à la librairie Vie et Santé ici à Renan. Vous allez voir le site internet qui s'affiche au bas de l'écran, mais vous pouvez aussi le trouver dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Lire des livres. À bientôt!